Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je viens de filmer en anglais. Et alors je peux vous dire que c'est pas super en fait de filmer deux fois de suite la même vidéo. Déjà c'est très bizarre de se parler tranquillement, seul, face à une caméra, mais alors en plus quand vous répétez la même chose, le problème c'est qu'en fait je déteste écrire les sous-titres. C'est genre imbivable les sous-titres, c'est vraiment pas possible et je peux pas attendre de vous en fait que vous fassiez les sous-titres sous toutes les vidéos que je voudrais être sous-titrées. Donc voilà, ce que je vais faire, ça demande beaucoup de travail, mais c'est pas grave. Je vais essayer de filmer la plupart de mes vidéos en deux fois, enfin celles que je pense être intéressantes à publier en deux fois. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, ça va être un petit peu dans la même série que ma série Amour. Amour, les vidéos, si vous ne les avez pas vues, c'est une vidéo sur Yukio Mishima, une vidéo sur Mahmoud Darwish, et j'avais également fait deux vidéos en anglais qui n'étaient pas vraiment dans cette série mais qui se rejoignent. C'était une vidéo sur Rousseau et une vidéo sur Tolstoï, mais ne vous inquiétez pas, une vidéo sur Tolstoï arrivera prochainement. Donc cette vidéo là va être un peu différente parce que ce sera plutôt focus sur une œuvre et pas sur un auteur. Pourquoi? Parce que l'œuvre c'est Nadja et l'auteur c'est André Breton, et qu'André Breton a écrit des manifestes, il a écrit L'amour fou et Nadja qui sont des livres inclassables, et il a écrit de la poésie. Et honnêtement, mettre tout ça ensemble dans une vidéo, c'est pas possible. Enfin, je trouve en tout cas que c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire, voilà, tout simplement. D'autant plus que Nadja, c'est une œuvre extrêmement importante pour moi et que j'ai envie d'en parler un peu en détail. Je précise comme toujours que ces vidéos ne se veulent pas exhaustives, ne se veulent pas complètes, je ne suis pas une spécialiste, je ne prétends pas avoir la science infuse et tout connaître sur ces œuvres. Vous avez au XXIe siècle de nouvelles explorations, de nouvelles interprétations, de nouvelles critiques sur des œuvres du XVIIe, du XVIe, donc bien évidemment la littérature est un champ presque infini et étendu, enfin d'une étendue assez remarquable. Et je choisis de parler des œuvres qui m'intéressent avec des perspectives, des angles qui sont les miens, donc ne vous étonnez pas si ça ne correspond pas à votre lecture forcément, ou si vous auriez préféré dire d'autres choses, c'est avec ma sensibilité à moi. Maintenant que c'est dit, on y va. Je vais vous parler aujourd'hui de Nadja d'André Breton. Alors, Nadja, comment vous dire? Nadja, c'est un livre qui est extrêmement important pour moi. Pour la faire courte, j'ai fait mes TPE avec une amie à moi sur les nouvelles voies d'exploration de l'inconscient ont-elles perturbé ou influencé la création littéraire. Et bien évidemment, nous parlions de Nadja. Et j'ai fait mon mémoire de M2 sur les représentations du féminin dans le surréalisme français, égyptien et japonais. Et l'une de mes œuvres principales, c'était Nadja d'André Breton. Donc en fait, c'est une œuvre qui est revenue à différents moments de ma vie. C'est une œuvre qu'entre-temps, j'ai relue plusieurs fois. Et c'est une œuvre qui a été vraiment importante dans mes études et qui s'est en fait imposée à moi. C'est ça que je trouve assez fou, c'est que ça n'a jamais été une réelle décision, comment dire, consciente et affirmée dès le départ. Elle s'est plutôt imposée naturellement à moi. Je l'aime tellement cette œuvre que peut-être vous le savez, certains d'entre vous, je me suis fait tatouer l'autoportrait, le dessin que Nadja avait réalisé elle-même d'elle-même et qui est d'ailleurs en couverture du livre. Pourquoi? Parce que cette œuvre pour moi est unique. Alors pourquoi elle est unique? Cette œuvre elle est déjà unique parce que c'est pas un roman, c'est pas une nouvelle, c'est pas un témoignage, c'est pas un récit purement autobiographique, c'est de la fiction et en même temps pas de la fiction. C'est pas juste du texte, vous avez du texte et vous avez également des photographies de personnes ou de lieux, vous avez des œuvres d'art connues, j'arrive, ou vous avez des dessins, voilà, effectués par Nadja. Donc c'est vraiment une œuvre plurielle, c'est une œuvre qui s'inscrit totalement dans le surréalisme et dans l'idéologie, j'ai envie de dire, de Breton qui était celle de refuser le roman, de refuser une littérature traditionnelle et bourgeoise. Alors Breton c'est bien évidemment une personnalité qui est fortement controversée parce que beaucoup de gens ne l'aiment pas en raison de son caractère un peu, j'ai envie de dire, dictatorial presque. Il était vraiment un leader, quoi. Il excluait les gens du mouvement, il les reprenait, il forgeait des règles parfois totalement arbitraires. Il est également un petit peu peu aimé à cause de ses positions qui étaient quelque peu homophobes et de ses positions quelque peu misogynes. Je ne renie aucunement tout cela, néanmoins je pense qu'il est important, comme d'habitude et comme je l'ai dit dans ma vidéo sur l'art et la morale, de replacer les choses dans leur contexte. Et je pense que s'arrêter au fait que le surréalisme c'est un mouvement qui objectifie la femme, c'est vraiment passer à côté d'une grande part du surréalisme, et c'est passer aussi à côté d'une intention, à mon sens, du surréalisme. Ce que je pense c'est que étant homme pris dans un contexte, dans une éducation, c'est très dur de ne pas être
être misogyne, comme étant blanc, c'est très dur de ne pas être raciste. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tous des choses, des idées, des concepts, des stéréotypes qui sont en nous et que même quand on essaye de s'en défaire, c'est pas forcément évident du jour au lendemain. Et j'ai la ferme conviction que toutes ces personnes surréalistes ont quand même essayé de proposer des choses nouvelles et ont fait des choses très positives également pour les femmes. Notamment, ils ont sorti quand même la femme de cette dualité de la Vierge et la putain. C'est vraiment quelque chose qui n'existe plus dans le surréalisme. Ils ont donné beaucoup plus d'importance et de liberté à la sexualité, notamment avec les prostituées. Ça, c'est un sujet très épineux. J'ai fortement envie de vous faire une vidéo sur la prostitution et la littérature, mais voilà. Il y a également des réflexions très intéressantes sur la sexualité dans des conversations qui sont accessibles en ligne, alors bien évidemment pas fortement réjouissantes, mais où se pose quand même la question des rapports femmes-femmes, des rapports hommes-femmes, du plaisir féminin, donc ils ont essayé. Et je pense que ça c'est quelque chose qu'il est important de souligner. Important également de souligner qu'il y a eu des femmes surréalistes, même si, oui, elles n'ont pas été considérées de la même façon dans le mouvement et par le mouvement. On est tout à fait d'accord. Donc Nadja, c'est donc un ouvrage, un livre pluriel, particulier, unique, inclassable, éponyme en fait, qui porte donc le nom de la protagoniste. Toutefois, on s'interroge rapidement en fait, et c'est bien évidemment l'angle que j'ai un petit peu le plus abordé et questionné, c'est quand même... On s'interroge, est-ce que Nadja est réellement la protagoniste? Déjà parce qu'elle apparaît quand même à la page 71 du livre, ce qui est quand même assez tard. Elle apparaît de la sorte. On vous dit... Tout à coup, alors peut-être qu'elle est encore à 10 pas de moi, venant en sens inverse, je vois une jeune femme très pauvrement vêtue qui, elle aussi, me voit ou m'a vue. Elle va la tête haute, contrairement à tous les autres passants, si frêle qu'elle se pose à peine en marchant. Un sourire imperceptible erre peut-être sur son visage, curieusement fardé comme quelqu'un qui, ayant commencé par les yeux, n'a pas eu le temps de finir, mais le bord des yeux si noir pour une blonde. Le bord, nullement la paupière, un tel éclat s'obtient et s'obtient seulement si l'on ne passe avec soin le crayon que sous la paupière. Il est intéressant de noter, blablabla. Je n'avais jamais vu de tels yeux. Sans hésitation, j'adresse la parole à l'inconnu tout en m'attendant, j'en conviens du reste, au pire. Alors, elle sourit mais très mystérieusement et dirais-je comme en connaissance de cause, bien qu'alors je n'en puisse rien croire. Donc dès le début en fait Nadja elle apparaît, elle est présentée comme un personnage qui est surréaliste, surhumain. C'est ça aussi qui participe en fait à l'objectification, à la réification assez permanente dans le livre et qui pose également question. Nadja déjà elle est qualifiée, je sais pas où j'étais là, elle est qualifiée ou caractérisée par de nombreux substantifs et de nombreux adjectifs ou groupes nominaux comme vous le souhaitez, l'inconnue, la mystérieuse inconnue, on fait beaucoup référence à elle par ses yeux, son don de voyance, donc il y a vraiment toute cette espèce de création d'un personnage plus que d'un être humain. Et nous-mêmes, les premiers en tant que lecteurs, en fait, de par ce que Breton nous dit de Nadja, mais également par ce qu'elle dit, ce qu'elle fait et la manière dont elle est décrite, on a tendance à la prendre réellement comme plus un personnage qu'une personne. Il est important, je pense, à ce point de la vidéo de préciser que Nadja est une vraie personne, une vraie femme que Breton a réellement rencontrée. La part de fiction et la part de réalité est bien évidemment difficile à déterminer avec exactitude, mais on peut savoir que ce qui est sûr, c'est que elle était vraiment prostituée, elle prenait vraiment de la drogue, elle était vraiment mentalement malade et elle a fini enfermée dans un hôpital psychiatrique, dans un asile. Ce qui est donc assez intéressant, c'est de voir que au-delà du coup, elle n'apparaît qu'à la page 71, elle est qualifiée d'une manière qui est assez réifiante et presque comme une allégorie, un symbole de quelque chose. Breton ne fait également rien en fait pour la sortir de l'asile. À partir du moment où elle est internée, celui-ci disparaît et en fait on se rend compte que Nadja c'est beaucoup plus peut-être un catalyseur, ce qui est également assez présent dans le surréalisme, c'est-à-dire la femme est présentée non plus uniquement vraiment comme une muse, mais ce qui n'est pas spécialement différent, mais il y a quand même une légère modification, plutôt comme une porte. C'est une porte vers autre chose, vers un autre monde, vers une autre création, vers une autre vérité. Ça se retrouve dans beaucoup d'écrits surréalistes, pas seulement chez Breton. Donc Nadja, au-delà de tout ça, il y a cette idée de voilà, c'est une porte, c'est un accès vers quelque chose, c'est un catalyseur pour une quête personnelle de Breton vers une quête créatrice, créative, innovante et inventive, et il ne fait rien pour la sortir de l'asile. Il dira même au contraire, enfin, il ne fera rien pour la sortir de l'asile, mais il aura quand même des propos très virulents et très véhéments contre les asiles en général, les hôpitaux de fous, en disant que c'est ces hôpitaux et ces docteurs qui tuent les malades et que c'est des malades qui devraient être en liberté, qu'on a beaucoup à apprendre d'eux. Donc il y a quand même une position, enfin un positionnement assez intéressant, comme je l'ai déjà dit au début de la vidéo, il n'y a aucun jugement en fait qui est porté sur Nadja, ni sur le fait que c'est une prostituée, ni sur le fait qu'elle est
folle, ni sur une fée qu'elle prend de la drogue, par exemple. Il y a vraiment, je pense, alors il y a cette double, on peut avoir une double vision de ça, on peut se dire que c'est un détachement et un désintéressement de la part de Breton qui ne la voit du coup que comme un catalyseur, que comme un objet de création, une force d'inspiration, ou on peut aussi se dire que c'est quelque chose de beaucoup plus conscient et de beaucoup plus politique et humain, où il se refuse à juger et à poser l'altérité comme quelque chose de problématique. Je pense qu'il y a des deux là-dedans, très honnêtement. Je pense pas qu'on puisse réellement exclure l'une de ces deux hypothèses. Donc il y a ça qui est assez frappant et qui remet un petit peu les choses, c'est-à-dire qu'on se rend compte de ça vers la fin, c'est expédié assez rapidement, donc nous en tant que lecteurs on se sent d'un coup presque coupable. Et en fait on se demande à ce moment-là presque si Breton n'écrit pas ce livre lui aussi dans un certain sentiment de culpabilité, plus ou moins certain ou incertain, notamment lorsqu'il nous dit à un moment donné du livre que c'est Nadja qui lui prédit ou qui lui intime presque, qui lui donne l'ordre d'écrire un livre à propos d'elle. Il y a un autre passage qui est assez marquant, je trouve, dans le livre, c'est un moment où ils sont dans une voiture et elle essaye de lui cacher les yeux pour qu'ils meurent ensemble, ce qui s'inscrit ou en tout cas représente une certaine forme d'amour absolu et Breton se dégage. Et il y a d'ailleurs dans le livre un moment qui est vraiment, comment dire, qui est vraiment triste, où il dit... Ok. Quelque envie que j'en ai eue, quelque illusion peut-être aussi, je n'ai peut-être pas été à la hauteur de ce qu'elle me proposait. Mais que me proposait-elle? N'importe. Seul l'amour, au sens où je l'entends, mais alors le mystérieux, l'improbable, l'unique, le confondant et l'indubitable amour, tel enfin qu'il ne peut être qu'à toute épreuve, eût pu permettre ici l'accomplissement du miracle. Donc là, ce qu'il nous dit clairement, c'est qu'en face de lui, il y avait une femme qui lui proposait quelque chose. Quand il dit n'importe, c'est probablement malhonnête. Il sait très bien que Nadja avait des sentiments, c'est plus ou moins explicité durant le livre. Il répond en fait que lui n'avait pas cette force d'amour et qu'il n'a pas été à la hauteur de ses attentes. Donc là, ça pose quand même la double question de la réification et de l'utilisation de cette femme. Mais on perçoit dans ces quelques lignes en fait quelque chose d'assez touchant, enfin à mon sens, c'est que le surréalisme c'est quand même le mouvement qui a placé, alors il y a le romantisme bien évidemment vous me direz, mais il le fait d'une manière très différente. Il le fait pas de cette manière aussi puissante et forte et aussi absolue. Le surréalisme place vraiment l'amour comme quelque chose de total, de final, d'absolu, de but ultime en fait. Et c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas assez souvent. C'est vrai que lorsqu'on parle de surréalisme, on parle beaucoup de liberté, de création, de transgression. C'est des choses qui sont évidemment très très importantes au mouvement. Néanmoins, je pense que ce qui est peut-être la base et fondamentale et essentielle au mouvement, c'est vraiment cet amour qui se retrouve dans la beauté, qui se retrouve dans l'exploration des relations, dans la femme. Et j'aime pas dire la femme, mais je trouve que c'est ce qui se prête le mieux en fait, malheureusement, quand on lit le surréalisme. Et également avoir la beauté partout et avoir la création partout. Et je trouve que ce qui est également très important dans le surréalisme et qu'on retrouve, qu'on perçoit dans Nadja, c'est le fait que c'est un livre qui présente des choses très mystiques, très magiques avec les prédictions de Nadja, ses comportements et ses visions assez incroyables, mais également quelque chose de très urbain, de très prosaïque, mais sans que le décalage se fasse trop sentir en fait. Et ça fait également penser à Aragon, je crois. C'est lui qui, peut-être dans Le Paysan de Paris, je sais plus, présente en fait vous savez, dans les stations essence, là, les machines, les pompes à essence, je crois. Il en fait des espèces de déesses ou quelque chose d'assez magique et de très beau. C'est cette démocratisation de la poésie qui est magique et qui est fortement inspirante, je trouve, dans le surréalisme et qu'on retrouve dans Nadja. Nadja, c'est quoi? C'est une prostituée, c'est une femme d'en bas et on n'essaie pas de la transcender, de la transfigurer, ni forcément de rendre ça comme... Alors on peut la voir comme un objet sacrificiel ou comme une femme sacrificielle. Ça pose problème. C'est une lecture assez problématique mais intéressante. Hein, mais voilà, c'est Nadja qui n'est rien au final. En étant rien, entre guillemets, bah, elle est beaucoup et elle permet de voir les choses différemment et elle permet de produire un livre et elle permet de créer. Et cette démocratisation de la poésie, de la création, qui voudrait que tout le monde pourrait être poète, que tout est sujet à poésie, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable et d'assez inspirant, je trouve, dans le surréalisme. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je reviens toujours à Nadja. C'est-à-dire que c'est beau et intéressant, mais pas beau et intéressant dans un sens traditionnel. On ne peut pas vraiment dire que le style soit vraiment beau de Nadja. Si vous lisez de la poésie d'André Breton ou si vous lisez L'Amour fou,
là c'est beau. Genre beau, toujours innovant, toujours nouveau, toujours frappant de quelque chose de différent, mais beau. Ça, c'est pas beau comme ça. C'est beau parce que c'est vrai, c'est beau parce que c'est touchant, c'est beau parce que c'est bizarre et que c'est pas un beau traditionnel. Et c'est pas non plus intéressant d'une manière entre guillemets traditionnelle. Il n'y a rien de romanesque, de dramatique, il n'y a pas de sensationnel, d'événements vraiment particuliers. Et puis c'est décousu, on sait pas trop, il nous raconte une pièce de théâtre, il nous fait mention des lettres d'Éluard et d'Aragon, d'objets, de choses qui sont au final peu intéressantes. Mais c'est intéressant, c'est intriguant et on comprend pas forcément le livre, on n'arrive pas à s'en saisir et c'est pour ça, personnellement, que je trouve qu'il est vraiment incroyable, particulier, intéressant et c'est pour ça que j'y reviens toujours. L'une des raisons pour lesquelles j'y reviens toujours également, c'est parce que quand vous lisez quelque chose de surréaliste, je trouve en tout cas, et quand vous lisez d'autant plus Nadja, j'ai vraiment l'impression, ce qui est sans doute facilité par le personnage de Nadja, vous voyez les... Enfin, ça, je sais pas comment expliquer, c'est pas juste vous voyez les choses différemment, c'est comme s'il y avait une révélation peut-être des choses plutôt. Et qui n'a pas envie, comme je le disais dans ma vidéo en anglais, qui n'a pas envie en fait de croire et de voir et de percevoir, de le sentir qu'il y a quelque chose d'autre, qu'il y a quelque chose de caché, quelque chose de différent derrière un wagon de métro. Cette chose que vous voyez tous les jours, que vous prenez pour aller au travail, qui est vraiment la chose la plus utile et la moins... Il n'y a pas quelque chose d'autre là-dedans. Dans tout ce métal, dans toute cette modernité, dans tout ce... Il y aurait autre chose. Il y aurait autre chose derrière ces personnes qui sont probablement mentalement malades et qui parlent toutes seules dans la rue. Ce qu'on voit tous les jours quand on prend le métro. Ce qui est triste, ce qui est malheureux. Ces gens ne devraient pas être dans la rue. Ces gens devraient être dans des bonnes situations, avec des gens qui prendraient soin d'eux tout en respectant leur individualité et leur liberté. Mais ça permet de poser un regard vraiment différent. Ça permet d'être un créateur juste dans notre manière de ressentir et de percevoir les choses, sans même avoir besoin de prendre un stylo. Et c'est pour ça que j'aime profondément le surréalisme. Je suis bien consciente que c'est plus un mouvement qui attire beaucoup. C'est pas un mouvement qu'on étudie vraiment beaucoup à l'université par exemple. Et je sais que le fait que je m'y sois souvent intéressée, que j'ai choisi beaucoup de travaux avec ça, on m'en a jamais dissuadé, mais j'ai bien vu que beaucoup de profs n'aimaient pas Breton et que beaucoup de profs n'étaient pas convaincus par le surréalisme. Est-ce qu'il faut une certaine forme d'immaturité ou une certaine forme de déni de quelque chose pour aimer le surréalisme? Peut-être. Je vais pas vous mentir, peut-être. Toutefois, moi je pense que c'est important et que c'est beau et que ça permet de vivre d'une manière qui n'a pas d'égal. Voilà. Donc, Nadja, c'est pas mon livre préféré. Mon livre préféré d'André Breton, c'est L'amour fou. Je vous conseille fortement de le lire. Je vous conseille fortement de lire la poésie de Breton, c'est magnifique. Je vous conseille également de lire les manifestes du surréalisme, bien sûr. Mais Nadja, c'est vraiment un livre trop important pour moi pour qu'il ne soit pas présent sur ma chaîne. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que ça vous aura peut-être donné envie de lire Nadja ou si pas Nadja, de lire d'autres œuvres surréalistes. Il y a beaucoup d'auteurs, je pourrais en refaire des vidéos sur des auteurs surréalistes, il n'y a pas de problème. Voilà, j'espère vraiment que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, je vous encourage à peut-être me suivre sur Twitter ou sur Instagram ou à me soutenir si vous le pouvez avec 1 euro ou 1 dollar par mois sur Patreon. Ça m'aide vraiment beaucoup pour lire les livres, acheter les livres, faire les recherches, les synthèses et prendre le temps de vous partager ces vidéos qui sont un plaisir pour moi mais qui prennent du temps. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Bye bye.